Le 31 juillet 1944 disparaissait en vol, en mer Méditerranée, Antoine de Saint-Exupéry. Cette date marquait le terme d'une vie brève, hors norme, d'une personnalité aux multiples facettes, à la fois aviateur, journaliste, écrivain. Il incarne aux yeux de nos compatriotes une forme de héros des temps modernes, et pour nous, Sartois, une célébrité locale du fait de sa fréquentation du collège Sainte-Croix. 80 ans se sont écoulés, et pourtant sa vie et ses mots nous parlent toujours. Avec notre invité, au féminin, nous allons essayer de comprendre ce qui nous relie aujourd'hui, encore et sans doute toujours, à Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour Nathalie Prince. Bonjour. Alors Nathalie Prince, vous êtes donc ce qu'on peut appeler une intellectuelle, ce qui n'est pas un gros mot, bien au contraire. Et en tant qu'animateur-producteur de Sans Détour, je suis ravi de vous avoir au micro. Pouvez-vous nous dire en quelques mots vos états de service ? Quelques mots, c'est sans doute pas suffisant, mais nous avons 24 minutes. Et on va parler bien sûr d'Antoine de Saint-Exupéry. Si je dois me présenter, je commencerai par dire que je suis professeur à l'Université du Mans. J'ai cette chance et je le clame haut et fort. Oui. Donc je suis enseignante-chercheuse et écrivaine, puisque j'aime faire croiser ma recherche et puis mes travaux universitaires et puis de la fiction. Je trouve que c'est important de pouvoir partager avec le grand public. Alors, si je peux me permettre, parce que je connais quand même un peu votre biographie et je pense que vous êtes un peu modeste, je vais en rajouter un petit peu, ou des précisions. Premièrement, sur l'écriture, votre domaine de prédilection, c'est l'enfance, d'abord, peut-être ? Oui. Ou la littérature enfantine ? La littérature de jeunesse que j'ai théorisée. Alors, on va pouvoir, justement, grâce à Antoine de Saint-Exupéry, faire la passerelle, parce que, bien entendu, dans sa production, il y a bien sûr Le Petit Prince. Et puis, vous avez oublié, mais je mets des guillemets, peut-être le fait de dire que vous êtes professeur agrégé. Oui. On peut le dire. Oui, merci. Voilà. C'est un vieux concours, mais un concours important. Et pour terminer et compléter cette brève présentation, dont je loue la modestie, et peut-être je la regrette, vous étiez, et ça fait le lien avec mes avant-derniers invités, vous étiez à la présidence donc de l'association du Forum Philo. Oui, absolument. J'étais la présidente du forum et j'ai passé la main à Rachid El Garjouma. Qui était donc au micro avant vous, il y a quelques semaines, donc pour présenter le Forum Philo. Alors, entrons dans le vif du sujet, si vous voulez bien. D'abord, la trame de l'émission, ou du moins le prétexte avec un grand P, c'est un livre que vous avez donc écrit récemment, justement, qui s'intitule Saint-Exupéry, du vent dans le cœur. C'est un petit ouvrage, mais qui résume bien, à mon sens, la problématique de cet écrivain, de sa vie et bien sûr de son œuvre. Et votre thèse, c'est de dire qu'il y a un lien relativement direct, notamment entre l'ouvrage qui est le plus connu, c'est-à-dire Le Petit Prince, et lui-même. Oui, c'est exactement ça. En fait, je dis que Le Petit Prince, c'est l'autobiographie cachée de Saint-Exupéry. Voilà. Pas seulement une histoire de rapprochement, mais vraiment quelque chose qui serait de l'ordre de l'évidence. C'est vrai que Le Petit Prince ressemble à Saint-Exupéry ou Saint-Exupéry ressemblait au Petit Prince, à vous de... C'est dans les deux sens. Voilà, c'est dans les deux sens, c'est réversible. Oui. Mais moi, je pense vraiment à quelque chose qui crève les yeux. C'est une autobiographie dans laquelle Saint-Exupéry non seulement raconte sa vie, comme dans toute bonne autobiographie, mais qui annonce aussi sa mort. C'est un petit peu là on va revenir sur ces aspects de la mort de Saint-Ex, dont on sait qu'elle est évidemment a un caractère tout à fait original, mais tragique en même temps. Pour juste compléter ce que vous dites, si je peux me permettre, à aucun moment, si je comprends votre livre et votre thèse, il a avoué être en lien direct avec Le Petit Prince. C'est un peu subliminal. Oui, complètement. Il a jamais affiché le fait de dire Le Petit Prince, c'est moi. Alors non, parce qu'il a passé beaucoup de temps à faire des petits dessins, et sur un des petits dessins qui a été archivé, que l'on a encore et qu'on peut observer quand on fait de la recherche, il y a un petit personnage qui lui ressemble, qui est au bord d'un précipice, et il écrit « Ici, c'est moi ». Ah, donc il l'a quand même un petit peu... Ah oui, il l'a dit. Ou il l'a écrit. Il l'a écrit, oui. Ah ouais, donc le lien, j'allais dire matériel, il serait là. Parce que sinon, dans toute sa vie et son propos, il a écrit d'un côté, il a été lui-même de l'autre côté, mais il n'a pas fait la soudure. Ouais, tout à fait. Il le fait au travers de ce petit dessin, mais il a une valeur extraordinaire au niveau du symbole, ce dessin. Oui, en plus, c'est un dessin privé. Il est où ? C'est une collection privée. Ah ouais. Parce qu'au moment où on voit des planches d'Hergé, alors c'est pas forcément le lien, mais se vendre à des... fortune. Ouais. Bon, je clôt là-dessus. Alors, peut-être avant d'aller sur Le Petit Prince, qui, comme vous dites, est un double, ou du moins est Saint-Ex lui-même,
Quelques mots quand même sur sa vie, qui est une vie pour le moins, je l'ai dit dans mon introduction, extraordinaire. Il y a 3 facettes que vous pourriez peut-être développer en quelques mots, Madame Prince. Son aspect aventurier au travers, évidemment, de sa carrière, si on peut dire, de pilote, y compris de pilote à haut risque. Ensuite, peut-être ce qui est moins connu, donc c'est son activité de journaliste. Et puis, bien sûr, son activité d'écrivain, ce qui nous permettra ensuite, bien sûr, de déboucher complètement sur Le Petit Prince. Oui, Est-ce que vous voyez les choses un peu... Oui, je veux bien effectivement passer sur ces 3 métiers de Saint-Exupéry, parce que il avait 3 passions, on peut dire. Un grand potentiel professionnel. Il a fait beaucoup de choses. Il a été un écrivain, bien sûr. Vous en avez parlé. On a parlé du Petit Prince, mais il y a aussi Pilote de guerre, il y a d'autres Courrier productions, Sud, Vol de nuit, enfin tous ces titres que vous connaissez, qui sont connus, qui sont connus. En France, on connaît bien Saint-Exupéry, on l'a lu authentiquement. C'est aussi un poète. Il a fait ses premiers pas. Aujourd'hui, on dirait que c'est un couteau suisse. Oui, exactement. C'est absolument ça. On dit un slasher pour dire la multipotentialité professionnelle. Oui. Illustrateur aussi, ça vous l'avez pas dit, mais Le Petit Prince, je ne prétendais pas à l'exhaustivité. Il a fait les dessins du Petit Prince que les gens savent pas forcément. Il aurait pu être créateur de bande dessinée. Absolument. Il a suivi des cours aux Beaux-Arts. À un moment dans sa vie, il se demandait ce qu'il allait devenir et il a suivi l'école des Beaux-Arts. Donc il a quand même ce talent aussi de l'illustration et il faisait beaucoup de petits dessins partout où il allait, dans ses carnets, il griffonne, c'est quelque chose qui l'accompagne. Vous l'avez dit, c'est un aviateur, un pilote talentueux. C'est vrai qu'il a eu de très nombreux crashs. Ça, on se demande comment il a survécu parfois parce que... Il avait un corps abîmé d'ailleurs. Il était très très abîmé en 1943. Son corps, rien que rentrer dans le cockpit de son avion, se plier en 4 pour aller dans l'avion, c'était déjà presque un geste impossible. Et il faut peut-être se rappeler quand même que avant la Seconde Guerre mondiale, piloter un avion, c'était pas un avion d'aujourd'hui, c'est évident. Donc le confort était plus que rudimentaire et les risques étaient au maximum. Et c'était extrêmement dangereux, parce que il faut rappeler qu'il faisait partie des pionniers de l'aéropostale. C'est ça. Il a volé sur des avions, des engins qui étaient faits de tôle, de bois, de bric-et-broc. Voilà, de bric-et-broc. Il a d'ailleurs volé quand il avait 12 ans à bord d'un avion qui était fait par les frères Wroblewski. Les frères Wroblewski se sont écrasés dans leur avion 1 an plus tard, après le fameux baptême de l'air de Saint-Exupéry quand il avait 12 ans. Et les frères Wroblewski imaginaient à chaque fois comment améliorer leur avion. Ils ont même mis des skis à l'avion pour améliorer l'atterrissage. On n'imagine pas ça aujourd'hui. Et donc, il a ouvert des lignes pour l'aéropostale, je crois. Il a ouvert des lignes pour l'aéropostale. En Afrique, notamment. Oui, voilà, partout, en fait, dans le monde. Sa mission, c'est d'ouvrir des lignes pour porter le courrier. C'est ça. Vous avez utilisé plusieurs fois au début de l'émission le terme de relier les hommes. C'est ça qui était important pour lui, faire du lien. Et la mission la plus importante pour lui, c'était de donner le courrier Le mot était un peu galvaudé aujourd'hui, malheureusement, mais le mot humaniste colle très bien, je pense, à sa personnalité, sans doute. Il y a pas de mot qui lui convient le mieux, me semble-t-il. C'était vraiment un humaniste, un frère des hommes, celui pour qui la race humaine, je le cite dans ses carnets, vaut 100 fois plus que tous les principes économiques. Quelques mots, parce que malheureusement, on peut pas passer toute l'émission sur sa carrière de pilote, qui est encore une fois très riche. Non, mais vous m'avez dit, et au risque, il est aussi journaliste, grand reporter. Deuxième point. Il a travaillé pour François, Pierre Lazareff, qui était le patron. Le grand patron, il a fait couvrir plusieurs fronts de guerre. Il est allé en Russie. Il est un grand reporter. Et comme Albert Londres, comme des grandes signatures comme ça. Mais peut-être moins connu à tort ou à raison, vous allez nous le dire, Madame Tatey-Prince, par rapport aux 2 autres facettes, c'est-à-dire pilote et écrivain. C'est vrai que c'est une facette qui est peut-être moins connue, mais qui a quand même beaucoup compté. Moins médiatisée, on dirait aujourd'hui. Oui, exactement. Et puis, on ne parle pas du tout non plus du fait qu'il a fait des brevets. Il a déposé des brevets. Alors, il n'en a tiré aucun profit de son vivant, mais il a fait des choses remarquables pour faire avancer le domaine de l'aviation parce que il était un ingénieur presque. Il avait l'habitude de réparer les avions quand il les cassait, notamment, peut-être. Il en a cassé quelques-uns. Oui, exactement. Et entre autres, il a été à l'origine du GPS. Où Ah oui, en effet. Oui, l'ancêtre du goniomètre aussi. Oui, tout à fait. C'était pas un homme d'argent. Non, du tout. Parce qu'il en a cherché toute sa vie, je crois. Il a déposé, exactement, l'argent lui filait entre les doigts. Pourtant, il a vraiment connu une belle réussite littéraire avec ses ouvrages, mais il à chaque fois, comme on dit vulgairement, il tirait un peu le diable par la queue, un peu, quoi.
Ouais, c'est exactement toute sa vie, qui a été courte, comme je l'ai dit dans mon introduction. Et il a aussi, on ne l'a pas dit, il a écrit des scénarios. Il a fréquenté la jet set, les acteurs, le monde du cinéma. Il a doublé des scènes très périlleuses et dangereuses. D'ailleurs, justement, sur ce thème-là, la rencontre avec son épouse, c'est pareil, le couple a été un peu chaotique, mais il faut peut-être en parler. C'est une dame qui était issue du milieu, j'allais dire un petit peu de la haute société. Consuelo était une artiste, oui. Ouais, donc un peu dans la haute société, un peu de l'époque. Quand ils se sont rencontrés, c'est vrai qu'ils se sont tout de suite plu. Ça a été un amour qui a tout de suite donné lieu à ce mariage qui a pas plu du tout à la famille, ou en tout cas, elle a regardé ça avec la famille de Saint-Exupéry. La famille de Saint-Exupéry a été un peu étonnée. Voilà, ils se sont mariés au château d'Aguet et la mariée était en noir. C'était particulier, mais c'est dans la tradition de la cour d'Espagne, vous savez. Oui, parce qu'elle est d'origine espagnole. Ou espagnole même. Exactement. Et c'est un mariage qui a fait chaotique, vous l'avez dit, dysfonctionnel, on pourrait dire. En fait, ils s'adoraient, mais il fallait pas qu'ils soient ensemble. Donc, quand ils étaient à des dizaines de milliers de kilomètres, c'était parfait. Et ils s'écrivaient les plus belles lettres d'amour qu'on puisse trouver. D'ailleurs, je vous invite à lire les lettres de Saint-Exupéry à Consuelo. Nos éditeurs sont au courant maintenant. Mais par contre, quand ils étaient ensemble, la vaisselle volait. Ouais. Deux trop fortes personnalités, peut-être. Peut-être. Elle a eu une influence sur sa vie au sens large ou pas, finalement? On est toujours influencé par les gens qui nous touchent de près, forcément. Oui. Donc, on est passé rapidement sur je reviens quand même un tout petit moment. Journaliste, donc, envoyé spécial, donc, il a produit beaucoup d'articles. Vous parliez de François. D'autres titres également où il était impliqué, d'autres titres nationaux, français? Ou c'était essentiellement François, en fait, avec Pierre Lazareff. Exactement. On peut dire. Oui. Mais plutôt à l'étranger. Il a beaucoup couvert. Et pour cause. Mais il pouvait se déplacer pour aller faire ses reportages en avion, avec son propre avion. Ouais. C'était très pratique à l'époque. C'était le confort. C'était confort. On dit qu'il n'avait pas d'argent, que ça lui filait entre les doigts, et en même temps, il avait son propre avion. Comment il l'a acquis, ça, c'est une grande question. Et il se déplaçait en Allemagne, partout, en fait, pour aller observer et... Avant d'aborder le point clé, évidemment, y compris de votre ouvrage, c'est-à-dire Le Petit Prince, Madame Prince, quelques mots quand même sur une forme de paradoxe. En relisant un petit peu sa vie, je me suis rendu compte, y compris au Collège Sainte-Croix, puisque j'ai rappelé qu'il avait essuyé quelques culottes sur les bancs du collège, juste à côté de notre radio. Il a été un élève assez moyen, on peut dire, finalement. Oui. Alors que c'était un intellectuel quand même, assez brillant par la suite. On dirait non scolaire, ou on dirait aussi aujourd'hui au potentiel peut-être, je ne sais pas. Mais au niveau des diplômes, au niveau des carrières classiques, il n'a pas grand-chose. Pas du tout, oui. Ouais. Et puis même quand il faisait des choses qu'il avait envie de faire, pas sur les bancs de l'école, mais quand il voulait obtenir un brevet de pilote, ou il arrivait souvent dans les derniers ou avant-derniers. C'est ça, ouais. Sur le papier, il n'était pas bon. Si non, on peut dire. C'est ça. Mais après, il était talentueux. Parfois, il y a une petite... on s'interroge sur le fait qu'il avait peut-être pas une manière de piloter qui était fabuleuse, il était très distrait, il était atypique. Parfois maladroit. Ouais. Oui, voilà. Et puis, tout simplement, il n'écoutait pas les explications quand on était au sol. Voilà. Mais une fois qu'il était dans le ciel, c'est un homme de l'air. Aujourd'hui, on dirait qu'il est ingérable. Oui, peut-être. Avec un langage aujourd'hui. Un peu compliqué à vivre, oui. Quelques mots sur peut-être... trois aspects, à mon avis, qui résument un petit peu ce qu'il a vécu, malheureusement, ou ce qu'il est, par référence j'allais dire, au théâtre classique. Est-ce qu'on peut dire que sa vie, on pourrait l'ordonner autour de trois critères? L'aspect dramatique de sa vie, ensuite l'aspect presque pathétique, en ce sens qu'il a beaucoup souffert. Le drame, c'est un petit peu l'action, en fait, qui a animé sa vie. Il était en permanence en action, et pour cause, non seulement dans son avion, mais pas seulement, y compris dans son cerveau. Et puis bien sûr la tragédie, et on en parlera à la fin, c'est-à-dire le fait qu'il soit abîmé le 31 juillet 1944 et que la mort était toujours au détour de sa vie. Est-ce qu'on peut dire tout ça? On peut utiliser ces images du théâtre. Du théâtre. Je m'adresse à professeur agrégé que vous êtes. Moi, ça me va bien. C'est vrai que c'est quelqu'un qui avait la mort aux trousses, le théâtre tragique, pourquoi pas. Il était constamment dans l'action, mais il y a aussi ce côté clown triste. J'aimerais
insisté aussi sur le fait que c'était un bon vivant, que c'était un homme qui avait beaucoup d'amis, qui avait beaucoup de fréquentation, qui faisait sourire ses amis, qui racontait des histoires, qui faisait des tours de prestidigitation. Est-ce qu'il était dépressif ou pas? Ah, ça c'est une bonne question. Alors c'est vrai que c'est quelqu'un qui a été frappé tout jeune par des drames terribles, la mort de son père quand il avait 4 ans et la mort du petit frère quand il était adolescent. Et là, ça a été vraiment terrible. Ça lui a fait un trou dans le cœur, c'est d'ailleurs le titre de mon ouvrage ou le sous-titre, c'est Du vent dans le cœur. Il a écrit un jour en 1931 à Consuelo une lettre dans laquelle il écrit « Chérie, j'ai toujours du vent dans le cœur ». Et c'est son petit frère derrière ça. Je pense qu'il y a beaucoup de cette faille cette perte. Il y a une vacance du cœur terrible chez Saint-Exupéry. Parler de dépression, il faut aussi savoir, vous l'avez rappelé, qu'il a eu beaucoup d'accidents, de crashs. Il a été très abîmé par la vie. Et puis psychologiquement, la guerre, c'est quelque chose qui l'a complètement abîmé et qu'il ne supportait pas. Il prenait de fait beaucoup de médicaments, des drogues, pour ne pas dire. Il fumait beaucoup, son corps était abîmé et tout ça, je pense que ça va pas dans le bon sens pour un plein épanouissement. Bien, alors écoutez, ça fait heureusement ou malheureusement, on va dire heureusement malgré tout, une belle transition avec encore une fois le prétexte, mais je mets un énorme P au prétexte de votre ouvrage, qui est donc le lien que vous faites, que vous établissez notamment, et vous en avez apporté une preuve, entre Le Petit Prince, donc personnage de fiction, encore plus parce que ce qu'il véhicule, puisqu'il n'est pas censé forcément vivre toujours sur la Terre, et d'autre part, ce qu'est Saint-Ex. Donc vous dites, on l'avait dit en introduction, qu'en fait il y a un lien direct entre les deux, entre l'auteur et son personnage. On peut développer sur la fin de cette émission un petit peu ce thème que vous développez largement, et j'incite les auditeurs à se procurer votre livre, Madame Prince. Développer ce thème en quelques minutes, c'est pas facile. Non, c'est pas facile, mais l'idée c'est que si on relit Le Petit Prince dans l'ordre, on retrouve toute la vie de Saint-Exupéry. On retrouve tout ce qui a nourri son existence, et c'est important de lire le livre dans l'ordre. Le vôtre ou le Petit Prince? Le Petit Prince, il faut le relire dans l'ordre, et mon livre reprend dans l'ordre Le Petit Prince. Donc dans Le Petit Prince, vous trouvez 27 chapitres. Dans mon livre, vous trouvez 27 chapitres, avec cette ouverture. Vous savez, Le Petit Prince, ça commence par une panne dans le désert. C'est le narrateur et le Petit Prince. Et cette panne dans le désert, pour moi, c'est sans doute la disparition du petit frère qui ouvre en fait cette panne. C'est pas une panne difficile à réparer, c'est une panne irréparable en fait. Donc bien sûr, à chaque fois, il y a des messages. Exactement. De toute façon, dans ce livre. Et on va traverser mon ouvrage comme on traverse la vie de Saint-Exupéry en rencontrant peut-être la Rose qui est sans doute Consuelo, mais sans doute aussi sa mère, sans doute aussi toutes les femmes qu'il a rencontrées. La Rose, elle est universelle. On va découvrir le renard qui est peut-être l'ami disparu, Henri Guillaumet. Il y a un film qui sort à l'affiche sur cette belle aventure de Saint-Exupéry qui recherche l'ami disparu dans la Cordillère des Andes. Ça vient de paraître, de sortir. Voilà, c'est... Donc pratiquement à toute page ou à tout chapitre du Petit Prince, il y a des passerelles avec Saint-Ex. Et on retrouvera le texte original du Petit Prince mis en italique. Pour vous, ce sont évidemment, c'est pas une démarche totalement scientifique, mais pour vous, c'est des hypothèses crédibles. Et encore une fois, j'admire votre travail d'universitaire. C'est pas uniquement des hypothèses un peu vagues. Pour vous, il y a vraiment ce lien qu'on peut établir presque scientifiquement malgré tout, entre justement des phrases, des épisodes du Petit Prince, du livre, et la vie de Saint-Ex. Ça vous semble relativement... Maintenant, on peut le dire avec le recul. Oui, et parce que je pense que j'ai eu une fréquentation avec cette œuvre très très ancienne, depuis que j'ai écouté par la voix de Gérard Philippe, vous savez, d'enregistrement. C'est comme ça que je suis entrée dans cette œuvre littéraire. Oui. Et puis après, je l'ai travaillé en cours avec mes étudiants, et puis après, j'ai travaillé sur ce livre. Et c'est vrai que je pense qu'il y a une fréquentation intime avec le texte, et je pourrais citer Saint-Exupéry, vous savez, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Eh bien, je pense que l'idée que je défends, elle crève les yeux, mais qu'on ne la voyait pas. Alors, ce que je trouve, mais on l'a dit, bien sûr, avant ce que je vais rappeler, c'est que tout l'intérêt, en dehors de sa qualité littéraire, de ce texte, dont on rappelle qu'il est écrit en 1943, je crois, donc peu de temps avant sa mort, c'est de montrer qu'on peut le lire, j'allais dire, au niveau de regard d'un enfant, des jeunes enfants, donc c'est le premier niveau, et puis bien sûr, comme il y a quand même un contenu philosophique,
tout adulte digne de ce nom doit être capable de s'approprier et doit toujours lire et relire Le Petit Prince. Donc il y a plusieurs niveaux de compréhension. Oui, c'est un beau texte, c'est un texte littéraire, donc il y a toujours plusieurs couches de sens. Oui, c'est ça. La critique littéraire dit que un texte littéraire, c'est une machine paresseuse qui veut que quelqu'un l'aide à fonctionner. C'est une belle formule, c'est la vôtre, Madame Maurice Prince. Blanchot, non, hélas. C'est une belle formule. Bien sûr, et voilà, si c'est un enfant qui lit le texte, il va s'approprier le texte à sa manière, avec ses compétences encyclopédiques, c'est Umberto Eco qui dit ça. Et puis si c'est une lecture savante, ce sera complètement différent. Et la lecture que je propose, puisque ce n'est qu'une lecture qui est complètement différente de celle que vous avez faite peut-être, ou de celle qu'un étranger fera à sa manière, ça enrichit le texte à chaque fois. Toujours est-il que dans ces temps troublés d'aujourd'hui, ça fait du bien. Absolument, c'est un très beau texte. C'est un texte moderne. Ah oui, on peut le dire avec un grand. Oui. La phrase que vous avez citée, évidemment, tout de suite, on peut l'appliquer malheureusement. Bien sûr. Et puis Saint-Exupéry pose toujours la question qui nous obsède. Pourquoi y a-t-il tant d'hommes sur Terre et si peu d'humanité? Et à l'époque, il n'était que 2 milliards. Donc. C'est une thérapie? Oui, sans doute. Je pense que c'est un livre qui peut faire du bien aux gens. Ouais. Pour conclure cette émission, je ne résiste pas au plaisir de vous poser la question du forum, puisque vous en étiez l'ancienne présidente de l'association, donc Jamais sans mon ennemi. Saint-Exupéry, il avait l'habitude de dire qu'il considérait en son ennemi un ami. Ou en l'ennemi, vous voyez, l'ami. Donc, considérer l'ami en l'ennemi, ça veut dire qu'on est capable de faire du lien, qu'on est capable de s'approcher de l'autre, de le comprendre. À un moment, quand il était au Maroc, à Cap Juby, avec les morts, il avait... Les morts, M-A-U-R-E-S, les morts tuaient des pilotes, et lui, il est arrivé, et il a réussi à parlementer avec eux, il arrivait à s'entendre avec eux, ils lui ont donné des surnoms magnifiques, le Seigneur des Sables, ou le Commandant des Oiseaux. Donc vous voyez, il arrivait même à parlementer avec l'ennemi. Pour conclure notre conclusion, excusez-moi ce pléonasme, est-ce qu'on peut dire qu'il aurait pu être ami avec le pilote allemand qui l'a abattu le 31 juillet 1944? Alors là, j'en suis absolument convaincue, c'est une évidence. Parce que maintenant, on le sait. On a longtemps recherché, on n'avait pas de certitude sur sa mort effective en Méditerranée, maintenant on le sait. Et même le pilote allemand s'est découvert, si je puis dire, par la suite. Et le pilote allemand le lisait et il a dit combien il regrettait d'avoir tiré. Il ne savait pas que c'était lui. Bien sûr. Ceci étant, tout être humain a valeur identique, mais là il y avait un symbole très fort. Absolument, et je pense que tous les deux seraient très bien entendus. Donc cet ennemi pouvait être son ami. Absolument. Merci beaucoup pour cette conclusion, Nathalie Prince. Merci d'avoir été à notre micro.